Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Bonjour Bruno. ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'une date importante, le 7 mars 2017. Je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé d'assez gros que tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, le 7 mars 2017, c'était la journée où Microsoft avait le lancement de Visual Studio 2017 et, entre autres, de C Sharp 7 qui venait avec. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, c'est un peu les fonctionnalités qui sont nouvelles dans C Sharp 7 qu'on peut bénéficier aujourd'hui. Moi, j'ai vu ces nouveautés-là un petit peu à l'avance en étant MVP. J'ai été invité chez Microsoft en novembre dernier pour le MVP Summit. Et puis, c'est toutes des choses qu'on avait déjà discutées, sur lesquelles on a donné du feedback en tant qu'MVP pour faire avancer les choses. Il y a des choses qui ont changé depuis le moment où je l'ai vu au novembre, parce que Microsoft, maintenant, il accepte beaucoup plus il l'acceptait avant, mais le feedback maintenant, vu qu'ils sont plus en mode agile, ils travaillent beaucoup plus de façon itérative, donc ils sont capables de faire des modifications, même quand très près de la date de release. Okay. Donc, c'est très, très flexible de ce côté-là. Donc, premier feature que je vais vous parler, en fait, ça va être le fameux paramètre out qu'on utilise, le keyword out qu'on utilise pour faire dans les fonctions qu'on a besoin de sortir une valeur. OK? Un cas classique de ça, c'est le fameux try parse. OK? Le try pattern, c'est un pattern qui peut être appliqué dans vos applications aussi, où vous avez besoin d'exécuter un traitement qui va retourner, qui peut réussir ou non. Okay? Dans le cas du try parse, il peut réussir ou non, mais on veut éviter avec ce pattern-là de faire des throws d'exception. Donc, parce que les throws d'exception, on sait, c'est moins performant au niveau stack trace, au niveau opération, tout ça. Puis, c'est pas vraiment une exception, c'est juste qu'on essaie dans ce cas-ci, de parser une string en int. Et puis, ça se peut, on a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas, mais on ne veut pas trouver des exceptions, surtout si on fait du traitement de données en lot. Donc, on ne veut pas avoir à trouver des exceptions à chaque fois puis catcher ça. Puis on ne veut pas non plus le faire en deux étapes, c'est-à-dire vérifier si la conversion fonctionnerait, puis par la suite, aller chercher la valeur en le reconvertissant à nouveau maintenant qu'on sait que ça marche. Exact. C'est un peu redondant. Donc, puis le out, en passant, c'est pas quelque chose que je suggère d'utiliser partout. Il y a ce pattern-là qui l'utilise. Il y a quelques endroits spécifiques. Dans le passé, j'ai utilisé ça pour certains services. Ça crée en fait, en service WCF, ça crée un objet dont les outs deviennent des propriétés du message. Fait que c'est vraiment un concept, mais ça a utilisé un peu avec parcimonie parce que le out, c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut faire tout le temps parce que ça obscurcit un peu des fois le traitement. Ouais. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est un exemple où on a besoin de parser un int, une string en int. Donc, on fait le try parse de notre valeur. L'inconvénient de ça ici, c'est qu'on doit définir absolument notre index avant de l'utiliser ici. Ça, c'est un peu une des plaintes que les gens avaient, de dire on peut-tu faire ça autrement? C Sharp 7 nous offre une façon alternative maintenant de faire ça, qui est directement de définir à l'intérieur de notre déclaration de out, déclarer aussi la variable à ce moment-ci. OK. Donc, si on fait ça comme ça, ce qui se passe, c'est que notre variable est définie ici. C'est exactement le même concept qu'avant, c'est juste que maintenant, la déclaration se fait à l'intérieur du try parse, donc c'est beaucoup plus clean. On a une ligne de moins typiquement à écrire. Puis c'est plus... l'intention est là, on peut la déclarer juste au moment où on en a besoin. Puis pour quelqu'un comme moi qui est un peu fan du keyword var, qui aime mieux utiliser le var pour typer dans le fond, pour déclarer mes objets au lieu de toujours mettre le type, est-ce que ça nous le permet? En fait, oui, l'inférence fonctionne quand même ici. On est capable de définir un var, puis à cause que le try parse, maintenant, il y a un overload. Il est sur un int32. Il est sur un int32, donc il va nous sortir cet overload-là. Excellent. Probablement qu'il y aurait des ambiguïtés si on avait un try parse qui avait deux overloads différents qui retournent qui ont deux paramètres, dont le deuxième paramètre peut être différent de int. Dans ce cas-ci, c'est... Dans un cas comme ça serait possible. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est ce que je voulais vous parler au niveau du paramètre out. Parfait, merci. Donc, là, la prochaine fonctionnalité que tu veux nous parler, c'est le pattern matching. C'est bien ça? Exact. Le pattern matching, en fait, ceux qui suivent un peu les concepts de programmation fonctionnelle, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la programmation fonctionnelle. Puis, bon, Microsoft, depuis quelques années, introduit beaucoup de fonctionnalités de la programmation fonctionnelle au C Sharp. On pense au Lambda, on pense au Tuple, on pense à ces concepts-là qui viennent principalement des concepts fonctionnels. Le pattern matching, c'est un peu la suite logique de ça. Le pattern matching, c'est utile dans certains scénarios. Ici, je vais vous montrer des scénarios. Il y en a avec lesquels je suis un peu moins d'accord, mais le feature est là quand même, donc on va en discuter. Donc, un des scénarios qu'on peut avoir à gérer dans certains programmes, on reçoit par exemple un objet.
Ici, un objet qui est assigné avec une valeur. Bon, l'objet peut arriver d'ailleurs. En ce moment, je l'initialise directement dans ma fonction. Mais on sait que cet objet-là peut être un certain type, puis on n'a pas le choix de le caster dans un type pour pouvoir manipuler ses valeurs, parce qu'on veut manipuler le contenu, puis un objet, ça n'a pas beaucoup de propriétés. Donc, on veut savoir. Donc, si cet objet-là est un int, on sait qu'on peut faire quelque chose avec. Classiquement, ce qu'on ferait, c'est on dit, on a une variable O. Si c'est un int, bien, on la caste dans une variable de type i, qui est de type int, en fait, à cause du casting. Puis après ça, on peut l'utiliser puis la faire afficher ou le manipuler. Dans son type. Donc, ça, c'est assez classique. Là où je suis moins d'accord, c'est que souvent, il y a beaucoup d'autres façons avec des patterns orientés objet de faire différemment de ça. Mais dans certains cas, ça peut peut-être être une avenue possible. Donc, le problème avec ça ici, c'est toujours le fait qu'il faut faire deux opérations. Une pour, bon, premièrement, déclarer un objet, déclarer une variable à l'intérieur ici qui peut être assigné ou pas. Puis là, ça crée un peu de confusion dans le fond. Si on est capable de le faire d'une seule étape, C# 7 nous permet de le faire. Donc ici, ce qui nous permet de faire, puis ça ressemble un peu comme tu nous faisais mentionner tantôt avant qu'on débute, ça ressemble beaucoup au out. Ouais. Mais ici, c'est vraiment un pattern différent. C'est que vraiment ici, si l'objet est de type int, il va affecter la variable i. Donc, c'est en même temps une condition et une affectation et une déclaration. Donc, c'est comme... à l'intérieur du même set de parenthèses. Exactement. Donc, dans cette étape-là, ici, il se passe quand même beaucoup de choses derrière, mais l'idée, c'est qu'on a une variable qui est définie avec le bon type pour être manipulée correctement. Ça, c'est une des façons où on peut l'utiliser. Il y a une autre façon qui est encore plus, des fois, sournoise dans certaines applications, puis avec laquelle je suis encore moins d'accord, mais encore là, selon certains contextes, ça pourrait être utile. On peut ne pas l'éviter. C'est le cas où on fait un switch case sur un type name ou le type d'un objet. C'est très discutable tant qu'à moi, mais mettons comme ici, on a un cas un peu classique aussi, quand on veut mettons, manipuler une forme. Je peux vous montrer ici, juste pour vous montrer un peu le diagramme de classe de ça. Je vais vous montrer un diagramme de classe qui parle de ces objets-là. Donc, j'ai deux dérivés de la classe shape. Une qui est un rectangle, puis une qui est un cercle. Ma classe shape, elle implémente un area. Puis mes classes, eux autres, vont définir le calcul de la surface de cette forme-là, mais ils vont définir des propriétés bien à eux aussi. Donc, pour un cercle, c'est un rayon, puis pour un rectangle, j'ai une longueur, hauteur. Donc, dans ce qui arrive ici, c'est que le concept du cercle, je peux déterminer faire afficher un message pour dire c'est quoi son rayon, puis c'est quoi sa surface, ça va bien. Dans le cas du rectangle, c'est là où c'est un petit peu plus tordu, puis c'est là que le pattern va nous aider. Le rectangle, lui, il y a deux figures de rectangle. Tu as un rectangle qui est un rectangle avec des longueurs, hauteurs différentes, mais le cas spécifique d'un rectangle où les hauteurs et largeurs sont égales, c'est un cas d'un carré. Donc ici, le cas du carré, on peut le vérifier en ayant casté notre objet en rectangle, parce qu'on veut manipuler ses propriétés. Puis à partir de là, on est capable d'aller extraire les propriétés longueur, hauteur, vérifier si sont égales, puis extraire le code du carré. Ce qui est en conséquence. Ouais. OK? Donc, ce concept-là Ici, c'est intéressant, mais ça crée quand même pas mal de lignes de code pour faire ça. Puis en plus, tu as toujours le problème des foutus strings. Et puis, traditionnellement, les switch cases, tu ne peux pas mettre autre chose dans un case qu'une constante. Donc, tu ne pourrais même pas ici faire un name of ou un type of du type, puis aller chercher son name ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas une constante, ça va être une opération, puis C# n'accepte pas d'avoir des opérations ou des expressions à l'intérieur d'un case. Il faut que ce soit vraiment une constante. C# 7, donc, on se limite à utiliser le string, puis si jamais la classe était renommée par un refactoring quelconque, ben là, on se obligé de passer là-dedans. Ouais. Donc, c'est un peu un problème. La nouvelle façon de faire maintenant avec le pattern matching, c'est que maintenant, on est capable de faire encore là de matcher, mais là, on peut matcher directement le type. Donc là, le pattern matching nous aide ici parce qu'on est capable de passer notre switch shape, la shape directement, puis de matcher le type. C'est un peu la même affaire ici que quand on a fait le if tantôt. En même temps qu'on déclare que c'est un type de type circle, on affecte aussi, on déclare une variable de type C et on y affecte la valeur. Donc, en une seule ligne, on filtre le type, on déclare une variable puis on y assigne une valeur. Donc, c'est assez puissant. Beaucoup de choses, oui. Donc, avec une seule ligne, je peux déterminer que c'est un cercle. Le rectangle ici est encore plus spécial. C'est que le rectangle ici, je peux mettre une clause when sur mon switch case
qui permet en plus d'aller filtrer le contenu des propriétés de cet objet-là pour faire une autre opération pour vérifier si c'est vraiment ce que je m'attends. Ça, c'est vraiment génial. Fait que là, on peut vraiment traiter le cas d'un carré ou le cas spécifique d'un rectangle de type carré de façon très spécifique sans avoir à mettre un paquet de conditions dans notre, autour de ça. Donc ici, on voit que la longueur et la hauteur sont égales avec une close when. L'ordre, maintenant, dans C#7, ce qui n'était pas le cas dans les switch cases quand c'était des strings avant, dans C#7, maintenant, les switch cases, l'ordre est important. Parce qu'évidemment, un cas comme ça, il faut qu'on puisse vérifier le cas du carré avant le rectangle. Oui, parce que sinon, si on avait inversé le cas rectangle générique ici avec un carré, il aurait tout matché les carrés comme étant des rectangles. Donc, il faut aller, si on veut, du plus spécifique au plus générique. Okay? Exception à ça, la clause défaut, qui est toujours disponible dans les switch cases, va toujours être exécutée à la fin, peu importe l'ordre dans lequel elle va être insérée dans le code. Okay? Et puis, ça, c'est vraiment le cas où il n'y a aucun matching possible pour la forme. Donc, il va tomber dans la case défaut. Donc, puis, tu parlais tantôt de peut-être un peu pourquoi tu ne serais pas d'accord avec ça. Moi, j'ai polymorphisme en tête. Oui, tout à fait. Je pense que dans beaucoup de cas, des choses comme ça pourraient être évitées ou en fait, ne seraient pas faites comme ça, mais seraient plus vers des classes avec un héritage puis quelque chose d'un peu plus orienté objet, justement, que du pattern matching comme ça. Oui. Puis en même temps aussi, peut-être que le carré, c'est pas vraiment non plus, puis ça, c'est discutable d'un point de vue mathématique, mais le carré, c'est pas vraiment un rectangle, c'est en fait une forme régulière à 4 côtés, au même titre qu'un triangle équilatéral, au même titre qu'un pentagone, un hexagone, puis tout ça, c'est plus dans cette série de formes-là que dans un rectangle. Et ça peut être traité comme un ou comme l'autre, mais géométriquement, en tout cas, il y a des discussions qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mais le cas est que c'est possible ici de filtrer un type par ses propriétés en plus dans un switch case. OK. Excellent. Merci. Donc là, la prochaine chose que tu voulais nous parler, c'est au niveau des tuples ou peut-être plus précisément pour les retourner dans des méthodes, c'est ça? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que les tuples, c'est une classe qui existait avant dans le framework. Depuis C#6, ça existait. Puis c'était une classe, en fait, qui permettait de définir un type de retour d'une fonction avec plusieurs types génériques. Donc, on pouvait définir un tuple de type 1, type 2, type 3, puis ça générait une classe dynamique ou générique qui avait des item 1, item 2, item 3 en retour. On était capable de l'inspecter, ça. En fait, je pense pas que j'ai l'exemple de ça, mais je pourrais montrer. C'est pas compliqué, c'est vraiment on retourne un tuple, on passe des variables, puis ça retourne. C'est qu'on définit dynamiquement les types que ça va contenir. Là, maintenant, ce que Microsoft ont fait avec ça, c'est qu'ils ont été une coche plus loin. Fait qu'on va voir le problème initial qu'on essaie de régler avec ça, en fait. Là. Le cas que j'ai ici, c'est une méthode très simple qui processe un traitement où il va peut-être chercher... le cas que j'aime faire ici, c'est peut-être un lookup ou n'importe quoi. Moi, un traitement quelconque. Puis souvent, on veut faire un retour rapide, mais pour en retourner, par exemple, sur du UI, on va être capable de savoir est-ce que ça a marché. Puis on veut savoir une autre information aussi, c'est que si ça n'a pas marché, on veut savoir pourquoi. Donc, souvent, je fais une classe que j'appelle un action result ou n'importe quelle forme de cette classe-là, que je vais retourner 2 paramètres, donc un isFail puis un message. Ce qui est un peu plate à ça, c'est qu'il faut définir cette classe-là. Puis, là, naturellement, dépendamment, il faut juste déclarer une classe pour déclarer une structure de 2 variables. C'est un peu beaucoup, mais bon, on n'avait pas le choix tant que ça avant. On aurait pu prendre un tuple, vraiment un new tuple, puis faire la même chose, mais dans un tuple, les propriétés n'auraient pas été nommées. Ça aurait été item 1, item 2, là, ça aurait été encore plus obscur. Ouais. Donc, Microsoft ont ajouté les tuples comme étant un peu des citoyens de premier ordre dans le framework maintenant. Donc, c'est que tu peux générer un tuple dynamiquement sans mentionner que c'est un tuple. OK. Donc, derrière ça, il y a une nouvelle classe qui est un tuple value, qui est comme une structure de tuple, en fait, qui permet de retourner cette structure-là comme des variables. Donc, c'est ce qui est le framework sous-jacent. D'ailleurs, pour que ça fonctionne, ça, il faut ajouter le projet NuGet qui est justement, il me semble que c'est system.tuplevalues ou tuplevalue, quelque chose. Donc, un nouveau package à ajouter pour pouvoir l'utiliser. Pour utiliser ça, c'est une petite extension. Donc, ici, on a la même méthode qui processe, mais la nouvelle façon de faire maintenant, c'est qu'on peut retourner dans notre return, entre parenthèses, une liste de valeurs. Okay? Chacune de ces valeurs-là va être matchée automatiquement sur les variables qu'on a définies dans la déclaration de notre retour. Donc, le retour n'est plus une seule valeur, mais une série de valeurs. Mais est un tuple. En fait, une série de valeurs typées chacune individuellement, mais
lui, ce qu'il va faire derrière ça, il utilise la structure tuple pour faire ce retour-là. OK. Une première chose j'ai deux questions, mais je vais commencer par la première. Dans le fond, ton exemple, il ressemble beaucoup au try parse qu'on voyait tantôt. Mhm. C'est qu'on aurait pu avoir notre booléen avec le message qui serait une variable out. Exact. Pourquoi tu utiliserais le tuple ou Ben, versus le out OK. ou le contraire? Une des raisons pour laquelle Microsoft fait ça encore là, d'un point de vue fonctionnel, premièrement, parce que le point de vue fonctionnel, un out, c'est considéré un side effect. En programmation fonctionnelle, on ne veut pas avoir de side effect. Donc, c'est correct qu'une fonction nous retourne une nouvelle valeur, mais qu'elle modifie une valeur qu'on y passe. Puis un out, c'est essentiellement ça. On a déclaré une variable avant. On n'est qu'à la déclarer une line, mais c'est comme si on l'avait déclaré avant. Ouais. Puis l'intérieur de la méthode modifie l'état d'une valeur qu'on passe en paramètre. OK. Donc, ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que les fonctions qui utilisent le out ne peuvent pas être utilisées dans des contextes asynchrones. Donc, avec des tasks ou des choses comme ça. OK. Donc, tout ce qui est programmation async qu'on voit de plus en plus, là, on va avoir un avantage avec ça. Oui. OK. Donc là, si on regarde, mais là, je sais que tu avais une autre question Oui, peut-être. ben je vais la garder. Je vais la Regarde-la. garder. Je vais te montrer un peu l'utilisation de ça, en fait. Comme on dit, l'ancienne façon ici, c'est d'appeler notre méthode puis d'avoir le résultat dans un action result comme ça. Donc, ça, c'est la façon initiale avec la classe. Ici, avec le nouveau process, on fait la même chose, on le met dans un nouveau résultat. Puis ce résultat-là, maintenant, on voit très bien que c'est un tuple parce que je suis capable de mentionner que je peux parler de l'item 1 et l'item 2 dans mes résultats, mais autant aussi des noms des fields que j'ai définis comme des retours, en fait. OK. Donc, je peux avoir les propriétés nommées ou pas. Il y a plein de façons d'utiliser ce retour-là. Vous allez voir, il y en a quand même plusieurs. Il y a une façon ici explicite où je peux explicitement définir le type. Donc, ici, j'ai fait un var pour définir mon résultat, mais ici, je peux définir mon type de façon explicite, puis ça va être la même chose. Si je le définis de façon explicite, par contre, de cette façon-là, c'est que ça définit un tuple générique. Donc là, je perds la capacité, si je regarde ici dans mon IntelliSense, je perds la capacité d'avoir accès à mes propriétés nommées. Le isFelt, les messages, je les perds. Donc, OK. c'est un peu une régression de les nommer. Donc, la valeur var est privilégiée ici. OK? Ouais. Par contre, je peux vouloir renommer les propriétés ou les valeurs de retour sur un autre nom. Puis là, je Parce peux y que aller tu en aurais besoin ben, peut-être parce que ça rentre en conflit avec une autre variable que qui tu aurais à est à l'interne l'interne de dans ta ma méthode. méthode, OK. puis je ne veux pas rentrer en conflit avec. Donc, par exemple, si dans ce cas-ci, si isFel était défini à l'intérieur de ma méthode foo ici, ben, je voudrais renommer sa capture vers une autre variable, mais je ne veux pas que ça rentre en conflit. Donc ici, je peux la même chose explicitement, je peux déclarer des nouveaux noms. Dans ce cas-ci, ça devient un tuple un peu différent, c'est que là, je perds la capacité d'avoir item 1, item 2 dans mes résultats. Mais ils sont vraiment définis selon ton besoin que tu as déclaré. Exact. Donc, Fait que c'est ça se compte quand même bien. un ou l'autre. OK? Une autre des choses, puis on va en parler plus tard dans cette série de nouveautés de C# là, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. OK? La déconstruction, c'est un peu la même chose, c'est que ici, je nommais une variable de retour, puis j'y donnais son type. Mais je peux juste tout simplement mentionner les types de retour, puis appeler ma méthode. Ce que ça va faire, ça fait la même chose, c'est qu'au lieu de passer par une variable, ça va directement assigner ces valeurs-là à des variables locales. À des variables locales. Et puis, je peux même faire la même chose. Là, ici, j'ai spécifié les types explicitement, mais je peux le faire aussi avec de l'inférence de valeurs, avec un var. Je mentionne la liste des valeurs de retour, puis les variables sont typées. Puis ici, je vois, j'ai un booléen qui est asFeld, puis la raison est en string. Donc, vraiment plus concis, vraiment plus axé sur j'ai besoin de ces deux méthodes-là, j'ai pas besoin au final du tuple qui les contient. Fait c'est ça. Ça réduit un peu la complexité de tout ça. Fait que ça permet de faire des choses un peu différentes. Fait que les différentes utilisations des tuples, c'est un peu ça. Puis ici, j'ai ma classe Action Result, comme on avait dit. OK. À ce moment-là, je vais t'enchaîner avec ma question que j'avais tantôt. Oui. Un tuple, là c'est beau de te le montrer avec deux valeurs. Je peux en mettre 15 si je veux. Je pourrais faire une méthode qui retourne 15 valeurs. Exact. C'est possible, mais l'esprit derrière ça, c'est quand tu as un nombre assez restreint de valeurs puis tu ne veux pas créer une classe pour ça. Je déconseillerais de mettre 15 retours de valeurs. La porte est ouverte, mais c'est probablement pas quelque chose qu'on va emprunter. Non, c'est un couteau à deux tranchants, il faut vraiment faire attention. Puis c'est là encore là où je dis que les concepts, il faut faire attention. C'est beaucoup de pouvoir, mais il faut les prendre responsabilité qui viennent avec. Parce qu'exemple, notre classe, notre tuple qui retournerait 15 propriétés, là, rendu là, ce serait vraiment un cas de on se fait une classe spécifique pour retourner cet objet-là. Exact. Excellent. Merci.
Donc là, j'ai lu nos feuilles qui expliquaient un peu de quoi tu vas nous parler. Tu veux parler de déconstruction. Là, moi, je t'avoue que non, je comprends pas. C'est quoi ça? C'est une drôle d'affaire. Ouais, c'est une drôle d'affaire. En fait, c'est un peu la symétrie avec les constructeurs. Donc, on peut construire un objet en passant des paramètres. Mais là, on a un concept de déconstruction qui permet de déconstruire l'objet en récupérant ces mêmes paramètres-là. Donc, c'est un peu la symétrie, si on veut. Euh, pour faire ça, je vais vous montrer comment on pourrait le faire de façon à l'ancienne, mais Traditionnel. qu'on n'a jamais vraiment fait, là, mais comment ça se serait fait si ça n'avait pas existé les déconstructeurs. OK. Donc ici, je définis des variables. En fait, j'ai créé une personne avec first name, middle name, last name. Mon objectif est de récupérer seulement le first name, le last name. Le middle name, je m'en fous un On peu n'a pas pour besoin. l'instant. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que je crée une fonction de déconstruction quelconque. Je mets des paramètres out parce que je veux retourner plusieurs valeurs. Et puis, j'utilise seulement les valeurs que j'ai besoin. Donc, dans mon write line ici, j'utilise seulement les valeurs qui m'intéressent. OK? Puis, En fait, là, je vois que ton right line, tu as le last name, first name, puis ton underscore qui est ton datetime.now que tu as défini plus haut. ouais, ça, je l'ai mis là parce que je vais vous montrer quelque chose de particulier par rapport aux déconstructeurs. Là. OK. Donc, ça, ce serait la façon de le faire si on voulait le faire à l'ancienne. Si on veut le faire en appelant le déconstructeur, on a une façon de le faire par une déclaration. Donc, par la déclaration, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, comme on a vu avec les tuples, on peut déclarer ici une liste de paramètres, une liste de variables qui vont intercepter les différentes valeurs out de notre déconstructeur. OK. OK? Et puis, cas particulier, on peut skipper une valeur en mettant underscore dans un des types. Qui interfère pas, c'est là que tu disais par rapport à ton datetime tantôt, ça Exact. interfère pas Si je avec regarde, tes variables. si je regarde le type de mon datetime, c'est vraiment. Mon type de mon underscore, c'est vraiment un datetime parce que c'est une variable qui existe. Celui-là, ici, il n'y a pas de type parce que c'est juste vraiment un intercepteur, OK, qui fait juste intercepter. Je vais vous montrer tout de suite la magie derrière le déconstructeur. En fait, il n'y a pas vraiment de magie. La classe personne ici a physiquement une méthode qui s'appelle deconstruct. Et c'est une méthode avec un nom réservé pour faire une déconstruction d'objets. Donc, si vous voulez faire un déconstructeur sur votre classe, bien, c'est la façon de le faire. Il faut créer une méthode void qui a toutes les propriétés en out qui va s'appeler deconstruct pour retourner son résultat. OK. Fait que là, on voit ici très bien, je disais que c'est la symétrie avec le constructeur. On a un constructeur first name, middle name, last name. On affecte les propriétés avec les fields, les paramètres. Puis ici, on fait l'inverse. C'est vraiment, vraiment la symétrie. OK? Donc ça, c'est une façon de le faire par déconstruction avec une déclaration. On peut le faire aussi en définissant nos types de façon inférée, donc avec des var. Comme n'importe quelle place, on peut définir un type, il va inférer le type, puis il va être capable d'assigner qu'ici, c'est vraiment un type string, là aussi, puis il va faire la même chose. On peut aussi définir la déconstruction avec un var comme à l'extérieur de notre déclaration, donc un seul var pour une liste de valeurs, donc il va inférer tous les paramètres de cette façon-là. Parfait. Puis, on peut aussi le faire avec une assignation. Donc, carrément ici, on fait juste déclarer nos variables déjà à l'avance. Ça, c'est bon quand tu veux faire de la réutilisation de variables. Tu réutilises les variables que tu avais déjà, puis tu vas redéconstruire une nouvelle instance dedans. Donc, tu fais juste réassigner, puis il va faire le mapping automatiquement avec les bonnes variables. Puis il va nous retourner le bon résultat. OK. Je sais pas si tu pourrais retomber sur ton constructeur des constructeurs qu'on voyait en bas. Oui. Là, on a un match 1 pour 1 entre les paramètres. Est-ce que ça doit toujours être le cas? Ça ne doit pas être le cas, mais c'est une bonne pratique. Sinon, ça fait un peu incohérent. Mais effectivement, il y aurait moyen de dire qu'on pourrait faire un déconstructeur qui aurait moins de paramètres que le constructeur, puis ça serait correct aussi. Mais étant donné qu'on peut skipper, on peut faire un peu les deux. On est mieux de mettre tout dans notre déconstructeur. Puis... L'idée du déconstructeur, c'est vraiment d'avoir une symétrie avec le constructeur dans certains scénarios où tu veux récupérer les valeurs comme ça. Le déconstructeur ici, comme je dis, il est nécessaire. Donc, ici, si je l'enlève, ce déconstructeur-là, vous allez voir que toutes les places où j'essaie de faire, ça ne marche plus. Par contre, ce qui est intéressant, puis ça peut être utile si vous voulez faire de la déconstruction d'un objet qui ne vous appartient pas, par exemple, vous voulez faire un déconstruct d'un objet qui vient d'un framework quelconque, vous utilisez ce pattern-là pour X raisons. Le déconstructeur se fait aussi via une méthode d'extension. Donc, on peut ici définir une classe d'extension qui définit la même méthode deconstruct sur le type d'objet qui devrait être comme ça. Donc,
il fait la déconstruction de l'objet. Fait qu'ici, si je retourne dans mon code, ma déconstruction d'objet fonctionne comme avant, il n'y a plus d'erreur OK. mentionnée. Donc, on peut vraiment faire une méthode d'extension sur toutes les classes qu'on connaît pour aller extraire l'information via une déconstruction aussi. Parfait. Puis j'aurais une dernière question encore pour toi. Vas-y. On parlait du justement constructeur de constructeurs qui doit être symétrique. Dans le cas où on a plusieurs constructeurs différents qui prennent différents paramètres, est-ce qu'on pourrait au même principe avoir plusieurs des constructeurs? Oui, parce que la signature du déconstructeur, elle va aussi, elle match l'assignation, ça va fonctionner. OK, donc c'est au niveau de l'utilisation, si un des constructeurs serait retrouvé qui correspond, on n'aurait Ouais. pas de problème. On peut s'imaginer qu'il fait un peu tu sais, on a parlé d'un pattern qui était le template matching. Il va essayer de matcher la bonne séquence de variables. C'est sûr qu'il OK. peut y avoir de l'ambiguïté, mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, il va être capable de trouver la bonne version. Excellent, merci. Donc là, Eric, on a vu pas mal de nouvelles choses sur C Sharp 7 qui vont être disponibles, mais il nous en reste encore pas mal à voir. Oui, en fait, on a vu une partie des nouveautés de C Sharp 7. Comme tu dis, il en reste encore beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite. Puis d'ailleurs, je regardais les statistiques de notre site. On a environ 75% des viewers qui ne sont pas encore abonnés. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait encore, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez être notifié du prochain épisode pour voir la suite des nouveautés de C Sharp 7. Parfait, merci.